Bonjour tout le monde. Merci d'avoir trouvé l'énergie, la fin de la session, pour venir assister à une conférence. Des fois, c'est pas toujours évident, mais vous serez pas déçus. Donc, on a une super invitée, Karine, ma docteure Karine Marcotte, qui a travaillé pendant 5 ans comme orthophoniste à l'hôpital du Sacré-Cœur. C'est à ce moment-là qu'on On s'est s'est connus. rencontrés. Moi, je travaillais comme neuropsychologue. Puis j'ai eu un autre souvenir. Je me disais, je me voyais en train de me ma thèse de doctorat. Oui, j'étais là. Ouais, docteur Bulguerre, c'est vrai. J'avais fait des commentaires. Donc, ça a bien été. Donc, avant d'entreprendre des études doctorales, par la suite, en sciences biomédicales, option orthophonie à l'Université de Montréal. Puis, elle a ensuite effectué des études postdoctorales en neuroimagerie au Toronto Rehabilitation Institute. Elle est maintenant professeure à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal depuis 2012. Puis maintenant, elle consacre la majorité de ses projets de recherche à l'hôpital du Sacré-Cœur Montréal en tant que chercheure régulière. Et ses projets portent surtout sur les mécanismes de récupération post-aphasie suivant un accident vasculaire cérébral, ainsi que sur les habiletés de discours, autant chez les personnes avec aphasie que chez les personnes sans atteinte neurologique. Fait que merci beaucoup, Karine. Merci d'être là. Bonjour. J'ai amené avec moi plein d'étudiants. Merci d'être là. Pardon, moi, mon père, c'est ça, exact. Il était obligé. Non, c'est pas vrai. Il était obligé de venir. Mais c'est le fun parce qu'il y a plein de leurs travaux qui sont présentés dans la présentation. Donc, merci d'être là en si grand nombre. J'espère que ce ne sera pas un sujet qui va vous endormir en cette fin de journée, en ce beau vendredi un peu gris. Donc, je commence classique. J'ai mes conflits d'intérêts, c'est que je suis prof à l'université. J'ai des subventions de recherche classiquement comme chercheur, Fondation des maladies du cœur. Vous allez voir les logos, CRSH, IRSC. J'ai une bourse salariale, chercheur boursier, junior 2. Et je n'ai pas d'intérêt non financier. Donc, ça va être une petite présentation classique. 4 grands thèmes pour couvrir un peu ça. J'ai probablement parlé vite. Au début, ça devrait ralentir, vous allez voir. Donc, j'ai beaucoup de diapos. Probablement que ça va peut-être trop vite. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir que j'aille plus vite selon comment ça va. Mais je vais faire un petit contexte théorique sur la récupération de l'aphasie parce que je ne sais pas combien d'entre vous êtes vraiment hyper familiers avec l'aphasie. Après ça, je vais vous parler de la récupération longitudinale de l'aphasie, beaucoup au niveau comportemental. Je me suis dit, des fois, quand on est étudiant, c'est peut-être ça qui nous intéresse particulièrement. Donc, j'ai peut-être mis un peu plus de focus sur cet aspect-là. Donc, la phase, j'ai mis aiguë puis hyper aiguë entre parenthèses parce que vous allez voir dans l'évolution de nos travaux, c'est plus récemment qu'on s'est intéressé à la phase hyper aiguë. Parce que c'est un peu compliqué recruter à la salle d'urgence des patients qui viennent de subir un AVC. Donc, déjà, quand on commençait 2, 3 jours post-AVC, il y avait du défi dans le recrutement de commencer dans les 24 premières heures post-AVC, obtenir un consentement, c'est encore plus de défis. Donc j'ai des gens pour m'aider. J'ai Julie qui est ici, qui maintenant m'aide. Mais bon, vous allez voir le pourquoi on fait ces efforts-là de recruter plus tôt. Ensuite, j'aurai pas le temps d'en parler beaucoup. Je vais présenter brièvement les travaux, entre autres, d'Alberto, qui est juste là, qui peut lever sa main. Donc, son dernier article de thèse sur des études qu'on fait avec l'imagerie de résonance de diffusion, donc des images acquises en milieu clinique à Sacré-Cœur, mais qui nous permettent d'avoir des belles publications, puis des beaux faisceaux, puis une brève conclusion. Donc, enchaînons dans le vif du sujet. Donc, l'aphasie post-AVC, j'aime toujours, mes étudiants pourront le dire, je le présente souvent quand je parle d'aphasie, ce dessin-là, je trouve que ça représente bien l'aphasie, la fermeture est claire. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas de difficulté à s'exprimer puis qui, soudainement, ont des contraintes à pouvoir s'exprimer. Donc, la fermeture est un peu moins ouverte qu'elle ne l'était avant. Donc, c'est une des déficiences cognitives à la suite d'un AVC
qui est les plus dévastateurs. Donc, il y a des impacts psychosociaux vraiment importants. Il y a des niveaux plus élevés de colère qui ont été documentés, de solitude, d'isolement social, parce que les gens, quand ils sont conscients de leur difficulté à s'exprimer, avoir de la difficulté à prendre leur tour de parole, vont avoir tendance à se retirer et s'isoler de leurs activités qu'ils faisaient avant, même leurs loisirs, aller manger au restaurant. Imaginez si vous avez de la difficulté à vous exprimer et vous devez prendre votre tour de parole dans une conversation animée avec des amis, bien, on a tendance à ne pas vouloir s'exposer à ce type de situation-là. Plus grande difficulté à reprendre ses activités de la vie quotidienne, comme le retour au travail. Hein, puis tout ça, c'est par rapport à d'autres atteintes cognitives qu'on peut avoir ou même physiques suite à un AVC. Puis c'est vraiment documenté comme quoi l'aphasie entraîne une augmentation des coûts de soins de santé. J'aime bien présenter ce graphique-là aussi qu'on a fait au fil des années à partir du modèle de Bernard qui montre la récupération de l'aphasie au fil des jours, semaines et mois suivant l'AVC. Donc, vous allez voir tout au long de la présentation, je sépare la récupération de l'aphasie à partir de la phase, comme je vous ai dit, hyper aiguë, donc qui correspond aux 24 premières heures suivant l'AVC. Ce pas des définitions qui sont utilisées de façon homogène dans tous les articles que vous allez lire, mais dans la présentation aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise, puis c'est ce qui est recommandé dans ces lignes directrices canadiennes d'utiliser. Donc, phase hyper-aiguë, on réfère à 0,24 heures. La phase aiguë à 7 jours post-AVC. La phase subaiguë précoce, qui serait de 7 jours à 3 mois post-AVC. La subaiguë tardive, 3 à 6 mois. Ce n'est pas à 6 mois, un jour qu'on arrive dans la phase chronique. Là, ça se fait progressivement, mais il faut quand même mettre des repères pour nous. Et puis, à partir de 6 mois, à ce moment-là, on parle de la phase chronique. Vous voyez, ce qui est caractéristique quand on arrive vers la phase chronique, c'est vraiment un plateau dans la récupération des atteintes langagières. Donc, le plus gros de la récupération se passe vraiment dans les premières heures et jours. C'est encore plus vrai avec les traitements qui ont été mis en place dans les dernières décennies, donc la thrombolyse, donc on essaie de dissoudre le caillot, les thrombectomies, hein, chirurgicalement, on va détruire l'ischémie avec le caillot pour s'assurer qu'il y a une régénérescence de la circulation sanguine pour minimiser le dommage cérébral des cellules. Donc, avec ces traitements-là, mais aussi avec les mécanismes de plasticité cérébrale, je n'entrerai pas dans ce détail-là d'édème, des différents types d'édème, mais il y a vraiment une amélioration qui est plus marquée initialement pour atteindre progressivement un plateau. Le plateau, après ça, on peut en discuter. On pourrait se dire qu'il y a des gens qui, après 15 ans, 20 ans, vont aussi continuer à s'améliorer si on stimule certaines habiletés spécifiques, mais c'est qu'à ce moment-là, il n'y a pas de récupération spontanée qui est observée. Donc, ça va vraiment être l'effet d'un entraînement précis qui va nous permettre potentiellement d'avoir une amélioration sur certaines habiletés. Et puis, le changement va être probablement moins grand que lorsqu'on intervient plus précocement, comme dans les centres de réadaptation ici. Donc, ça, c'est les grandes définitions, là, les grands moments quand je vais vous parler de phase aiguë, bien, sachez que ça fait référence à 1 à 7 jours, puis après ça, les différentes phases, ainsi de suite. Donc, je vous ai parlé de la courbe de récupération. Donc, c'est un peu la courbe de récupération moyenne. Ce qui stimule beaucoup mes travaux, puis ça a été mentionné, j'ai travaillé en clinique, puis j'ai travaillé en milieu hospitalier où on voit partir les patients. C'est dur de savoir qui va récupérer et comment. Mais je ne sais pas si vous avez déjà connu une personne qui a subi un AVC, mais la première question que cette personne-là va avoir et ses proches, c'est comment vais-je récupérer et quand? C'est vraiment la question qu'on a tout le temps, puis je dis orthophoniste, mon amie infirmière est ici, donc les infirmières, les médecins, donc c'est vraiment une question qui revient constamment, à savoir, ben ça va être quand que ça va revenir, puis est-ce que je vais récupérer complètement? Ça, c'est une question qui, pour le moment, on n'est pas capable de répondre. On n'a pas de mesure précise pour dire, OK, oui, vous allez récupérer à tant de pourcentage, à tant de temps. C'est à peu près impossible de le prédire. Puis là, la question, c'est est-ce que la personne que j'ai devant moi, elle va récupérer pas beaucoup ou ça va être une de celles qui va avoir une super récupération puis qui va retrouver ses habiletés à peu près normales?
Puis pour ce moment-ci, actuellement, avec la littérature, on n'est pas capable de bien savoir si j'ai une personne devant moi, est-ce qu'elle va avoir cette courbe-là de récupération, cette courbe-là ou cette courbe-là. C'est un peu ça qui motive un peu les travaux qu'on fait. Qu'est-ce qu'on devrait évaluer, comment on devrait évaluer, puis quelles mesures, quels prédicteurs on pourrait utiliser pour être en mesure de donner une réponse probablement pas parfaite, probablement pas 100% assurément, on sait qu'une personne va récupérer à un tel niveau, mais à tout le moins une meilleure réponse qu'actuellement, ben, on va voir avec le temps et l'évolution que vous avez. Donc, c'est vraiment la base. Si vous retenez ça aujourd'hui, ben, vous retenez la base de la récupération de l'AVC, de l'aphasie post-AVC. Ce qu'on connaît comme facteur influençant la sévérité, puis je vous dirais potentiellement éventuellement la récupération. Oups, j'ai une coquille ici. Ça ne devrait pas se trouver là. C'est quelque chose qui part d'une autre diapo. Donc, c'est vraiment ce tableau-là qu'il faut regarder. Donc, il y a des critères démographiques comme l'âge, l'éducation, le sexe qui est une variable, je dirais, controversée. Donc, il y a des études qui ont montré l'effet du sexe, mais c'est pas toutes les études qui arrivent à un effet du sexe. Comment ça a été contrôlé? Le genre n'a pas été très bien contrôlé dans les grosses études qui partent de banques de données. On n'a pas de données sur le genre, c'est uniquement le sexe qu'on a disponible. Donc, âge, éducation, oui, le sexe, c'est présent, mais peut-être à prendre avec un bémol. Ce qu'on connaît bien, c'est la taille de la lésion. Et de plus en plus, on ne veut pas se focusser uniquement sur la taille de la lésion, mais la localisation de la lésion. Donc, si vous avez une très grande lésion dans les aires occipitales, bien, probablement que la sévérité de votre aphasie ne sera pas très grande, même si la lésion, elle est très grande. Mais si elle est vraiment au cœur du réseau langagier, puis toute l'atteinte, toute la lésion se situe dans le territoire, entre autres, de l'artère cérébrale moyenne, bien, probablement que votre aphasie va être plus sévère, puis le potentiel de récupération éventuellement sera moins grand. Il y a un autre critère identifié, pas juste par nous, parce que vous allez voir qu'on a tenté de reproduire ça par l'équipe de Lazare, entre autres en 2010, c'est que la sévérité initiale est quand même un facteur important et un prédicteur aussi important de la récupération. J'aime bien cette image-là parce que c'est un casse-tête qu'on a en clinique. J'imagine qu'en neuropsy, c'est la même chose. Quel outil d'évaluation dois-je prendre en aigu quand on travaille? Puis je vous ai dit, moi, mon objectif, un de mes intérêts de recherche, c'est de comprendre dès le début, dès l'apparition des symptômes. Mais si vous avez en tête des patients qui sont hospitalisés, que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, bien, vous ne pouvez pas nécessairement prendre toute la batterie exhaustive qui vous permettrait d'avoir un profil complet des habiletés de la personne. Il faut faire des choix restreints dans le temps parce qu'il y a un effet de fatigue qui est présent. Donc, il faut choisir les bons outils. Puis actuellement, ben, en français, il n'y a pas tant d'outils disponibles pour bien évaluer l'aphasie. Je vous montre ce qu'on a disponible dans les lignes directrices. Donc, selon la trousse clinique de l'AVC, pour les phases hyper aiguës et aiguës, il faudrait minimalement, selon les lignes directrices, utiliser soit le LAST-Q qui a été traduit par l'équipe de Laura Moneta à Québec, qui est un test de dépistage qui, techniquement, peut être administré par tous les professionnels. Donc, un médecin pourrait l'administrer, une infirmière, un travailleur social. Donc, vraiment, ce n'est pas spécifique aux orthophonistes. C'est un test vraiment, comme je l'ai dit, de dépistage. Donc, ça donne une idée des différentes habiletés, mais si on a une aphasie qui est plus légère, bien, probablement que la personne, on n'arrivera pas à dépister qu'il y a un trouble qui est présent. Ou utiliser le dépistage des troubles du langage, qui lui aussi est moins adapté à la population avec aphasie. Donc, ça, c'est ce que les lignes directrices pour le moment nous disent d'utiliser avec les limites dont je viens de vous parler. Si je prends les lignes directrices canadiennes, donc pour les pratiques optimales de l'AVC, ben, c'est encore pire parce que là, il n'y a pas d'outil en français qui est identifié. Donc, il y en a en anglais, mais il n'y a pas d'outil en français qu'on nous dit qu'on doit utiliser dans les premières phases de récupération de l'AVC.
Donc, il faut un peu se débrouiller avec ces lignes directrices par le manque de mesures et de tests disponibles. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un casse-tête évalué en recherche, mais même en clinique, puis que l'évaluation, les protocoles utilisés vont varier vraiment très largement d'un endroit, d'une personne à l'autre. Donc, ça, c'est le casse-tête de l'évaluation, le choix des outils. Mais qu'est-ce qu'on sait aussi de la récupération? Bien, il y a très, très peu d'études longitudinales qui sont réalisées à ce jour. Puis celles réalisées à ce jour, ben, vont généralement utiliser des scores, des mesures plus générales de sévérité de l'AVC, comme le score du NIHSS, qui est un score de sévérité de l'AVC en général. Donc, il y a des questions qui portent sur les atteintes motrices, les atteintes cognitives, les atteintes visuelles, langagières, qui est un score, là, j'ai comme un blanc, s'il y en a qui veulent m'aider, c'est sur 3, je pense, ou 4, mais qui est un score très général de langage. Donc, à partir d'un score général, avec un étendu de score très, très limité, ben, c'est difficile de tenter de faire des prédictions, même si les études qu'on a disponibles, majoritairement, c'est ce qu'ils utilisent. Dans les études les plus fréquemment citées, on a l'étude de Lazare et ses collaborateurs en 2010 qui ont utilisé certaines tâches de la Western of Asia Battery qui est utilisée très, très largement dans la communauté américaine, on pourrait dire même anglophone, mais américaine particulièrement. Donc, eux, ils utilisent parce qu'ils ont développé un quotient d'aphasie, mais il n'y a pas d'études faites en français pour dire voici le quotient d'aphasie, ça devrait donner ce score-ci en français avec ce qu'on s'attend comme score pour une aphasie plus légère, plus modérée ou plus sévère. Donc, Lazare, ce qu'ils ont fait, ils partaient aussi assez précocement dans la récupération. Donc, ils ont pris certaines tâches, ont pris des tâches de compréhension, de dénomination et de répétition. Dans la dénomination, il y a tant la dénomination que de l'évocation. Et puis, ils ont fait un score sur 30 pour essayer de voir, de prédire, de voir le changement à long terme. Donc, ça, c'est ce que ça leur donne comme graphique. Donc, vous voyez chacun des points, dans le fond, c'est des participants individuels, puis vous voyez leur courbe, leur trajectoire de changement. Est-ce qu'il y en a qui remarquent quelque chose de particulier? Je vous ai montré des courbes là, que tout le monde progresse vers le haut. Ici, on voit quand même certaines personnes qui ne progressent pas vers le haut, mais qui progressent négativement. Encore une fois, tantôt, je vous ai dit, ben, je regarde la courbe, j'essaie de savoir à peu près quand, mais comment je fais pour savoir qui va avoir une détérioration, qu'est-ce qui explique ça? On n'a pas la réponse dans ces données-là, mais ça vous donne une idée au niveau individuel. Donc, c'est très, très variable comme récupération. C'est hyper intéressant d'aller regarder chaque individu puis d'essayer de comprendre pourquoi chacun récupère de quelle façon, mais ça peut être difficile à comprendre, interpréter les données individuelles. Eux, ils ont essayé de regarder aussi ceux qui avaient une atteinte normale, moins sévère, puis plus sévère pour essayer de comprendre les critères, puis vous montrer aussi que, ben, au départ, il y avait plus de gens avec des atteintes plus sévères, puis plus tardivement, donc 90 jours suivant l'AVC, ben, on se retrouvait plus vers un langage qui était plus normal ou avec des atteintes moins sévères, mais on en a quand même qui restent avec des atteintes extrêmement sévères après 90 jours. Donc, on est parti de ça avec Alberto. Je vous ai dit que je présentais les travaux, entre autres, de mes étudiants. Donc, nous, on s'est intéressé à un intervalle plus court. Donc, on a regardé à partir de la phase aiguë, puis on est allé voir en phase subaiguë. On a utilisé les tâches qu'on utilise ici au Québec en français, mais on a fait les 3 mêmes scores. Donc, compréhension, répétition, dénomination, dans lequel on combine de la dénomination puis de l'évocation lexicale avec un score maximal qui est donné. Donc, ça, c'est ce que ça nous donne pour les 3. Donc, vous avez dans le même ordre que je vous ai présenté la compréhension. Donc, ici, le score initial, le score à 10 jours, la dénomination et la répétition. Puis en gris, bien, ce que vous voyez, c'est ceux qui n'ont pas de changement ou une détérioration. Donc, encore une fois, au niveau individuel, il y a des courbes. La majorité vont avoir une amélioration, mais il y a quand même des gens qui vont avoir
un plateau déjà très précocement, même une détérioration. Et puis, dans notre cas, comme dans l'étude de Lazare, ben, la sévérité initiale était un excellent prédicteur du score obtenu en phase subaiguë. Au niveau du groupe, je vous ai dit, c'est difficile comprendre, interpréter les résultats individuels. Donc, ça, c'est ce que ça donne au niveau du groupe. Donc, quand on va regarder chacun des sous-domaines, parce que ça peut être intéressant d'aller décortiquer ce score-là, qui est un score plus global. Il y a des avantages à combiner certaines habiletés, mais ça peut être intéressant d'aller regarder des habiletés plus spécifiques. Donc, ici, vous voyez le changement. Donc, vous avez la phase aiguë en rouge, la phase subaiguë en bleu. Et vous voyez que les changements, bien, ils sont plus marqués dans les sphères de la répétition et les sphères de la compréhension. Donc, il y a un changement qui est significatif aussi au niveau de l'habilité de dénomination qui, je ne l'ai pas mentionné au départ, mais c'est la plainte et le symptôme qui va être le persistant de l'aphasie, donc le fait de chercher ces mots. Donc, ce n'est pas surprenant que ce soit celui qui ait l'amélioration qui est un peu moins marquée. Mais si on regarde après ça, si on compare le score global aigu-subaigu, ben, on a un changement significatif là, qui est présent entre les deux phases. Donc, ça, c'est juste répliqué, mais à partir pour voir si on peut utiliser des scores à des tâches, obtenir des résultats similaires à partir de tâches francophones. Donc, ça, c'est parmi les études qui sont disponibles. Il y en a très, très peu, comme j'ai dit. Il y en a encore moins de la phase aiguë à la phase chronique. Donc, parce que ben, on perd facilement des gens quand on fait des études longitudinales. Donc, c'est un défi encore plus grand. Donc, Mazzoni, eux, 92, donc études plus anciennes, mais quand même fort pertinentes parce qu'ils ont réussi à recruter, le chapeau, 45 personnes avec aphasie. Et puis, ce qui est, je dirais, intéressant dans l'étude, parce que nous, c'est un billet qu'on a, c'est qu'ils ont recruté 45 personnes qui n'avaient pas de thérapie. Donc, ils voient vraiment l'effet de la récupération spontanée. Donc, chez nos personnes, chez les courbes que je vous ai montrées entre la phase aiguë, subaiguë, ce n'est pas des gens qui vont recevoir de l'intervention. Mais ici, au Québec, après la phase aiguë, quand on part du centre hospitalier, on va en centre de réadaptation. Puis à peu près tout le monde, la très, très grande majorité des patients vont avoir une intervention, vont avoir une réadaptation en orthophonie. Donc ça, c'est un groupe où on va voir vraiment la récupération spontanée sans intervention, ce qui est à peu près impossible d'un point de vue éthique à faire ici au Canada. Donc, ils n'ont pas de thérapie 15 jours, 1 mois, 3, 4 mois, 6, 7 mois post-AVC. Donc, ils sont allés évaluer les habiletés de compréhension, production orale écrite, sur des échelles de 0 à 4. On peut avoir nos critiques par rapport à une échelle de 0 à 4, parce qu'encore une fois, justement, l'étendue du score est limitée, mais quand même, comme je disais, 45 personnes, c'est un très, très beau groupe. Ce qu'ils ont obtenu comme résultat, c'est que la récupération était principalement observée dans les 4 premiers mois suivant l'AVC. Ça va avec ce que je vous ai parlé, le plateau qui arrive progressivement vers la phase chronique. Et ce qui est intéressant dans leurs résultats, c'est que la compréhension, l'amélioration la plus marquée était en compréhension orale. Donc, un peu ce qui va dans le sens de ce qu'on obtenait. Donc, eux, ils n'ont pas regardé la répétition en soi, mais il y a une amélioration qui est plus marquée en compréhension qu'au niveau expressif. Donc, ça, je vous montre un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc, vous avez en haut à l'oral, en bas à l'écrit. Un aspect intéressant de l'étude qu'on a trouvé, qu'on a réutilisé après pour une autre étude dont je vais vous parler, c'est qu'ils ont séparé les participants selon le fait qu'ils avaient initialement une aphasie qui était fluente versus une aphasie non fluente. Parce que souvent, c'est ce qu'on va observer là, à l'hôpital. On se dit, ben, ceux qui sont fluents vont peut-être avoir une amélioration plus marquée. Donc, ils se sont dit, ben, allons voir si ça a un impact, si ça fait une différence. Donc, leurs résultats ont montré que les deux groupes se sont améliorés. La trajectoire est quand même similaire. Mais les améliorations, encore une fois, étaient plus marquées ici.
Puis on voit ici que le niveau de performance est relativement similaire entre les aphasies fluentes et non fluentes. Puis pour les autres scores, c'est ce que les étoiles que vous voyez, c'est qu'il y a une différence significative dans la performance en faveur des personnes qui avaient, dans ce cas-ci, qui avaient une aphasie fluente. Si je ne me trompe pas, parce que plus le score était bas, attends, j'ai comme un doute. Moins c'est bon, c'est ça. C'est ça. C'est ça, exact. C'est ça. Donc c'est ça. Donc, ils ont regardé selon le critère de fluence. Donc, c'est vraiment la compréhension auditive qui était touchée. Puis, ils sont aussi allés regarder selon la sévérité de l'aphasie. Donc, ils ont fait exactement les mêmes courbes que je viens de vous montrer, mais selon la sévérité. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est à l'oral. Ce que vous voyez en bas, c'est à l'écrit. Donc, pour revenir, effectivement, plus le score est élevé, là, donc, plus le score est élevé, mieux est la performance. Donc, on voit des différences significatives, mais ça dépend de la sphère, c'est ça. Non, c'est ça, exact. OK, oui, c'est ça. Donc, plus le score est élevé, mieux est la performance. Puis, on voit ici, ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a un changement significatif. C'est ça qu'ils ont montré à la fin de la courbe entre le temps 1 et le dernier temps d'évaluation. Donc, c'est ça qu'on voit, les petites étoiles qui sont à la suite. Donc, dépendamment de comment, si on combine tous les patients, bien, il faut faire attention selon la sévérité, mais selon aussi potentiellement l'affluence, mais l'effet semble peut-être plus marqué selon cette étude-là, dépendamment de la sévérité. Donc, la trajectoire de récupération, encore une fois, avec l'idée que la sévérité initiale a un impact sur l'outcome. Il n'y a pas de terme francophone qui est aussi bon pour dire qu'est-ce qu'elle veut dire outcome. Vraiment, la sévérité initiale semble vraiment un bon indicateur de ce qu'on va obtenir comme profil langagier à long terme. Donc, arrivons à nos travaux. Donc, j'ai passé vite. Donc, récupération longitudinale de l'aphasie post-AVC. Donc, quand je vous disais 45 participants, dans le type d'études qu'on fait, c'était quand même beaucoup. Donc, la première étude que je vous présente, nous, c'est 21 personnes avec aphasie à la suite d'un accident vasculaire cérébral. On aime penser, puis je dis on parce que mes travaux, je les fais avec Simona Brambati, qui est au département de psycho à l'Université de Montréal. On aime penser qu'on a peut-être un nombre de participants plus petit, mais une population peut-être homogène dans son hétérogénéité. Là, vous allez voir qu'ils ont des profils très différents. Homogène dans le sens que leur lésion est similaire. Donc, vous allez voir qu'il y a on a des patients qu'on a recrutés, donc il n'y a pas de critères de sévérité. On peut recruter des gens qui ont des aphasies autant légères que sévères, mais tous nos participants ont une lésion au niveau du territoire de l'artère cérébrale moyenne. Donc, peut-être un groupe moindre que ce qu'on aurait pu avoir, mais un peu plus homogène, entre guillemets. Puis comme je vous ai dit, ça c'est un projet, donc je vais vous montrer le devis un petit peu plus tard, mais c'est une étude longitudinale, donc de recruter des gens puis qui restent, qui participent, donc des gens qui ont subi un AVC, qui acceptent de participer puis qui maintiennent leur participation pendant au moins 6 mois. Puis on est comme tanné d'en entendre parler, mais au cours duquel il y a eu une pandémie à travers ça, parce que des études longitudinales, ça se fait sur des années, c'est difficile. Puis un paramètre qui est quand même pas si banal à Montréal, c'est qu'il faut que nos participants parlent français. La langue au niveau de l'aphasie, le langage qui est parlé, ça fait une différence. Donc, des participants qui parlent français, puis dans cette étude longitudinale-là qui acceptait de faire une séance d'imagerie par résonance magnétique, il y avait beaucoup de facteurs qui nous nuisaient dans le recrutement. Donc, 21 personnes, on était quand même contents.
Donc, une moyenne d'âge standard pour une population avec AVC. Niveau d'éducation autour de 12 ans, un peu plus que 12 ans. Donc, niveau début cégep, là, à peu près en moyenne. Il n'y avait pas de critères de sélection selon la gravité initiale. Donc, on pouvait obtenir le consentement de proches aussi. Les critères d'exclusion, ça aussi, ça fait en sorte qu'on a un groupe de participants homogène, dans le sens qu'on n'acceptait pas les participants qui avaient déjà subi un AVC, ce qui peut avoir laissé des séquelles, puis ce qui pourrait interférer aussi avec la récupération. Donc, pas de troubles neurocognitifs, hein, qui sont aussi fréquemment présents chez les personnes qui font un AVC. Puis au niveau des troubles psychiatriques, ben, on peut avoir un antécédent, mais pas de traitement actif, entre autres au niveau de la dépression, par exemple, ou autres maladies. C'est tout des ischémiques, hein? C'est tous des ischémiques aussi, oui, exact. Merci de le préciser. Donc, ça aussi, ben, il y a moins d'hémorragiques. La grande majorité des AVC sont ischémiques, mais oui, aussi, ça m'enlève un genre de 15 de patients. Donc, quand je dis homogène dans leur hétérogénéité, là, désolée, je ne l'ai pas traduite parce que je procrastine dans la vie, puis j'ai fini ce matin. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que ben, on a accepté vraiment des gens avec différents types d'aphasie, différents niveaux de sévérité. Vous avez des gens qui ont des aphasies anomiques légères, puis on a des gens qui avaient des aphasies globales sévères. Donc, c'est vraiment un profil très, très hétérogène, mais en même temps représentatif de ce qu'on va voir dans un milieu clinique. Donc, on a des participants qui avaient reçu la thrombolyse, puis d'autres qui n'étaient pas admissibles à la thrombolyse, donc qui n'ont pas reçu la thrombolyse. Donc, vous allez voir, dans certaines études, on a pris le temps d'aller regarder s'il y avait un effet de la thrombolyse ou pas. Pour vous donner une idée, donc là, j'ai pris une des études qui vient d'être acceptée parce que, encore une fois, par symptômes de paresse, c'était le plus récent. Ben, vous voyez un petit peu la localisation des lésions. Donc, ça représente, là. Donc, quand c'est plus jaune, c'est là où il y a le maximum de personnes qui avaient leur site lésionnel. Puis, ben, vous voyez toute l'étendue que la lésion pouvait avoir chez certains de nos participants. Donc c'est quand même étendu comme territoire, mais vous voyez que ça se situe, si vous avez en tête vos cours de neuroanatomie, dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne. Donc, si je reviens, donc vous vous souvenez, je vous ai présenté ce petit graphique-là avec le mécanisme de récupération. Donc, nos 3 temps de mesure, quand je disais que c'était longitudinal, donc encore une fois, on était le temps aigu, le temps subaigu, le temps chronique. Puis vous voyez, je le garde dans l'image. La première étude que je vous parle, je ne fais pas mention avec l'imagerie, mais c'était un critère qui était présent, donc ça éliminait certaines personnes qui n'étaient pas compatibles à rentrer dans l'IRM. Donc là, je vais vous montrer les courbes de récupération des patients qui ont participé aux études en dénomination. Donc, l'étude datait au départ. C'est pas facile quand les outils changent. Donc, on a utilisé un test en français qui s'appelle le DO80, qu'on n'utilise plus maintenant parce que il y a 80 images. C'est un peu souffrant pour les patients de nommer 80 images quand ils ont une anomie. Fait qu'on a changé parce que maintenant, il y a des outils qui ont été développés. Là, je fais leur analogie, leur apologie, mais à Québec, ils développent vraiment beaucoup d'outils. Isabelle peut témoigner, puis qui rendent disponible à toute la communauté. Donc, maintenant, on a le TDQ 60 qu'on peut prendre, qui est pour la population québécoise. Donc, 20 items, ça a l'air de rien, mais pour une personne qui a de la difficulté à nommer des images, c'est vraiment plus agréable. Donc ça, je vous rapporte les anciens. Puis là, tranquillement, on est en train de changer, mais de prendre la décision, on change notre tâche, puis là, on ne peut plus inclure les anciens dans notre nouvelle étude sous le temps, une décision difficile. Compréhension de mots, on a pris la tâche classique du MT86. Le nom trahit son âge. Répétition de mots et non-mots. On a une tâche sémantique parce qu'on voulait aller voir au niveau sémantique. Les photos, les dessins. Les photos, image, oui, effectivement. Oui, image. Puis on a le discours descriptif aussi. Donc, ça, c'est ce que ça donne. Donc, tous nos participants, donc, je vous ai montré les différents types d'aphasie. Donc, au niveau de la dénomination, c'est les courbes individuelles. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve ça vraiment le fun de voir que
que ça varie d'une personne à l'autre, mais en même temps, c'est vraiment mêlant de comprendre ces résultats-là puis de se dire, c'est quoi le message que je dois comprendre de ça? Mais ça, c'est nos participants, c'est leur vraie évolution. Là. J'ai vraiment rapporté leur score en dénomination. Donc, comme je disais, grande variabilité interindividuelle. Donc, je vous ai parlé de l'étude de Mazzoni que j'aimais bien parce qu'ils ont séparé selon l'affluence. Donc là, ici, je vous montre le graphique en séparant les participants selon s'ils sont fluents ou pas. Puis ici, on les regroupe en deux pour voir, donc on regroupe au niveau du groupe pour montrer les courbes de récupération en dénomination, pour avoir une meilleure idée de c'est quoi la tendance générale au niveau du groupe. Ce qui est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, ce n'est pas tant de participants par groupe. Donc, il faut analyser ça quand même avec une certaine prudence. Mais je pense que c'est quand même intéressant de voir que les courbes, ben, si on est fluent ou pas, comme dans l'étude de Mazzoni, ben, on voit une récupération qui est relativement similaire. Donc, on part de plus bas pour les patients qui avaient une aphasie non fluente, mais on a une courbe de récupération, une trajectoire de récupération qui est relativement, je veux dire, symétrique. Donc, au niveau de la sévérité, qu'est-ce que ça donne? Parce que si vous vous souvenez, ils avaient fait sévérité et fluence. Donc, voici ce que ça donne au niveau de la sévérité, ce que je trouvais particulièrement intéressant, encore plus que l'affluence, je pense. Ça, c'est personnel, on pourrait en débattre après. Donc, ce que je trouvais vraiment chouette comme message, c'est que le groupe de personnes avec l'aphasie modérée sévère en dénomination, en phase chronique, ils n'ont pas atteint complètement le score, la performance des personnes avec les aphasies plus légères, mais ils s'approchent drôlement, si vous voyez bien les courbes. Donc, c'est pas, ils n'ont pas atteint le même niveau, mais on voit qu'il y a quand même une bonne amélioration. C'est sûr qu'eux, il y a probablement un effet plafond qui est présent dans le test parce qu'on voit leur performance est proche du 80. Probablement que ça joue sur leur courbe de récupération. Mais il semble quand même que ceux qui pouvaient s'améliorer, ben, probablement que, parce que c'est ce groupe-là qui particulièrement a bénéficié d'interventions, puis probablement de plus d'heures d'intervention, de thérapie en centre de réadaptation, probablement plus intensif, plus précoce que le groupe qui avait des atteintes plus légères. Donc, il y a quelque chose qu'on fait qui est quand même efficace en intervention, puis qui permet d'atteindre des niveaux relativement bons, même si depuis tantôt, je vous dis la sévérité initiale est quand même importante pour prédire l'outcome. Donc, au niveau individuel de la tâche de dénomination, il semble y avoir quand même une amélioration importante selon le groupe. Donc, j'ai fait la même chose pour la répétition. Puis, on voit le même profil ici en sévérité. Puis, même là, la courbe, elle se touche presque. Donc, l'atteinte, une aphasie plus modérée sévère, bien, il va y avoir des exceptions. Donc, au niveau individuel, on a des gens qui ne vont pas atteindre le niveau de performance des aphasies plus légères. Mais on voit quand même qu'il y a une bonne amélioration qui est présente aussi chez les personnes avec aphasie sévère. Pardon. Et puis, et puis, au niveau de l'affluence, bien, ça donne un peu le même profil, là, que les courbes sont assez symétriques. Au niveau de la sémantique, même chose au niveau de la sévérité, ça semble un petit peu différent au niveau de l'affluence. Je n'ai pas analysé encore pourquoi, là, ça fait pas longtemps que j'ai regardé ces données-là. Probablement parce que les personnes avec les aphasies non fluentes, on s'attend moins normalement à des atteintes sémantiques. Peut-être que c'est pour ça qu'ils récupèrent plus, mais encore une fois, là, c'est juste une idée lancée. Je ne suis pas allée voir les données puis suranalyser ça. Et puis au niveau de la compréhension, bien là, on a vraiment quelque chose d'hyper intéressant, ce qui nous a poussé à aller regarder un peu plus en détail la compréhension. Donc ici, on semble avoir une courbe, un effet de sévérité qui s'inverse. Donc initialement, les personnes qui ont l'aphasie plus légère, ben, ont une vraiment très, très petite amélioration, très modeste, alors que les personnes qui ont une aphasie plus sévère, ben, eux semblent s'améliorer vraiment beaucoup. Une des hypothèses qu'on avait quand on a regardé ça, parce que, comme je vous dis, je vais vous présenter, on a regardé un petit peu plus en détail la compréhension. Ben, les gens qui sont dans le groupe ici,
eux, ils ont eu de l'intervention, ils ont eu de la réadaptation, puis c'est probablement cet aspect-là, parce que ça a un impact très, très important au niveau fonctionnel, la compréhension. Puis probablement que ça a été ciblé en intervention. Donc, on n'a pas ces données-là, malheureusement, pour dire c'est vraiment l'effet de la thérapie qui a eu l'impact, puis l'amélioration aussi marquée, mais c'est à peu près certain que les gens ici qui sont dans le groupe avec les atteintes légères à modérées, il n'y a pas eu une attention puis des objectifs aussi grands en compréhension que dans le groupe qui avait les atteintes modérées sévères. Donc, ça, c'est un peu l'interprétation que je pense qui doit représenter le groupe de participants qu'on a. Puis au niveau de l'affluence, bien, ça donne un peu comme tantôt. Et comme je disais, bien, ça, c'est un papier qui vient d'être accepté. Donc, comme je trouvais la compréhension intéressante, bien, on l'a décortiqué un petit peu parce que dans notre tâche de compréhension, il y a vraiment beaucoup de stimuli. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est les mots isolés. Donc, on a refait le même type de graphique, mais en segmentant, en séparant les stimuli. Donc, mots isolés, des phrases sujet-verbe, des phrases qu'on appelle canoniques, donc des phrases standards là, où le sujet, on a un sujet, un verbe, puis un complément. Là, j'utilise la vieille terminologie. Les phrases non canoniques, comme une phrase relative, par exemple. Donc, le garçon qui porte un chapeau embrasse la femme, c'est plutôt l'homme qui porte un chapeau. Mais des phrases qui demandent plus de traitement cognitif, donc il y a une certaine manipulation d'informations qui doit être faite, donc qui sont reconnues comme étant plus complexes. Puis ici, c'est la performance au token test qui, elle, a une progression, là, probablement que vous le connaissez aussi. Donc, au départ, celui-là, on ne l'a pas segmenté, mais au départ, on a des systèmes plus simples, puis plus on avance dans la tâche, plus les consignes sont longues, puis à la fin, il y a des manipulations aussi à faire avec les stimuli. Donc, ça, c'est les deux catégories qui avaient des stimuli plus complexes. Ces deux-là qui ont des stimuli moins complexes. Puis, ce qui est intéressant dans les résultats qu'on obtient, donc je vous disais phrase canonique, phrase non canonique, donc vous avez des exemples en haut. Mais ce que ça nous donne, en rouge, là, vous voyez, on a comparé avec un échantillon, un groupe contrôle qu'on avait qui est apparié au niveau de l'âge puis de l'éducation. Donc, ça, c'est la performance avec plus ou moins 2 écarts types d'un groupe sans atteinte neuro. Donc, on voit que pour les phrases canoniques, n'importe qui va performer relativement bien. Là, c'est simple, le garçon tire le cheval, j'ai 4 images devant moi, je dois pointer la bonne image, assez simple. Mais pour les phrases qu'on dit non canoniques, même chez les personnes sans atteinte neuro, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il y a vraiment beaucoup plus grande variabilité dans la performance chez les personnes sans atteinte neuro. Donc, si je prends cette référence-là, donc plus ou moins 2 écarts types parce que ça reste techniquement une tâche pas si complexe parce que le choix d'images devant nous, ben c'est qu'on se retrouve avec une performance en phase chronique pour beaucoup de personnes avec aphasie qui est dans les limites de la normale. Parce que la phrase, ben, il y a trop de variabilité chez les contrôles. Donc, cette tâche-là, les items canoniques semblent plus sensibles à long terme aux atteintes potentiellement persistantes en compréhension. Donc, ça, c'est un résultat vraiment intéressant que je trouvais parce que c'est une tâche qui est quand même longue. Puis je vous disais, le défi de l'évaluation précoce, là, quand on a beaucoup d'items, ben, peut-être que juste si on avait les phrases canoniques, ben, on aurait notre réponse à la fin. On pourrait sauter, ça donne à peu près 18 phrases sur 36. Ben, ça en ferait sauter beaucoup, puis encore une fois, on gagnerait du temps dans l'évaluation. Donc, ça, c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant. Puis, je n'aurais pas le temps beaucoup de parler d'imagerie, mais on a fait le lien avec la lésion, donc en français, la cartographie lésion-symptômes, en anglais, Voxel Symptom Lesion Mapping. Donc, ce que vous voyez, ce qui a de la couleur, c'est les régions qui sont associées à des atteintes en compréhension. Donc, si ces régions-là sont lésées, moins bonne est la performance en compréhension. C'est ce qu'on doit comprendre de ces images-là. Donc, on n'avait pas de résultat pour les stimuli plus simples. Donc, phrases canoniques, les mots, les phrases simples, il n'y avait pas d'association entre le site lésionnel et la performance. Mais pour les phrases non canoniques, donc on avait juris supramarginal qui s'étendait
Entre autres, à l'Insula, juriste temporel supérieur. On a des régions dans le juriste temporel moyen, juriste post-central. Puis on a des résultats un peu similaires, bien que moins étendus pour le token test, donc la performance au token test, où on a aussi le juriste temporel moyen, le juriste temporel supérieur, le putamen, mais puis on s'étend au juriste frontal inférieur, l'operculum puis le pars triangularis. Où là, ben, il y a peut-être un élément aussi de manipulation, mémoire de travail, manipulation d'information qui pourrait jouer là, dans la performance. Donc ça, c'est à partir du petit groupe que je viens de vous présenter. Le temps passe vraiment trop vite. Je parle vraiment trop. Donc, qu'en est-il au niveau plus fonctionnel? Je vous ai parlé tantôt que j'avais une tâche de discours que je trouve vraiment intéressante parce que ben, le discours, c'est ce qu'on utilise le plus au niveau écologique dans la vie de tous les jours. Donc, parler aux gens, puis même quand on est à l'hôpital, quand notre famille vient nous voir, quand le médecin nous pose des questions, on a à raconter, on nous pose tout le temps la question pourquoi vous êtes à l'hôpital, qu'est-ce qui vous est arrivé. Donc des tâches de discours, ben, c'est un peu plus fonctionnel, bien que la majorité des tâches qu'on utilise sont des tâches quand même plus formelles, encadrées. Donc, ce qu'on avait commencé à faire au départ, c'était description d'images. Donc, on a utilisé la scène du pique-nique. Il en existe plein de tâches de description d'images. Pourquoi on a choisi le pique-nique? C'est qu'il y a plusieurs éléments, ce que je trouve bien. Elle est plus récente et moins genrée que le cookie theft, là, si vous connaissez le vol du biscuit, du BDAE. C'est une femme qui, dans la lune, qui lave sa vaisselle, son eau coule. Puis le monsieur fait sa tondeuse. Ils ont fait une version en 2.0. Ça vaut la peine d'aller la voir parce qu'elle n'est pas mieux. Elle est en couleur. Et puis là, je mets le stéréotype là, parce que la femme, c'est elle qui fait le gazon en parlant au cellulaire. Mais comme si, en tout cas, moi, je fais pas mon gazon en parlant au cellulaire. Donc, c'est ça. On a choisi celle-là. Il y a plusieurs éléments à parler. Il faut regarder à gauche, à droite. Plus récemment, en 2024, il y en est sorti une où ils ont vraiment calculé puis ils ont calibré le nombre d'éléments qu'il y avait à gauche et à droite pour les passer avec immunigligence. Parce qu'à force d'analyser certaines images, ben, on se rend compte que, pas pour les personnes avec aphasie, mais les personnes qui ont une lésion dans l'hémisphère droit, on dénote des atteintes. On le voit, là, c'est évident. Ils ne vont pas parler de ce qu'il y a du côté gauche, mais ils vont parler juste de ce qu'il y a du côté droit. Donc nous, c'est cette tâche-là qu'on a commencé à utiliser avec ses forces et ses faiblesses. Hein. Il y a des éléments qui sont plus petits, mais on a des gens qui nous parlent du numéro 470 sur le bateau. Fait que, même si c'est petit, il y en a qui nous parlent de tous les détails. Donc, Amélie aussi qui était présente à côté d'Alberto. Donc, c'est elle qui s'est au départ intéressée au discours. Donc, la première partie, c'est avec 23 personnes. Donc, c'est le même échantillon. Donc, on s'est intéressé encore une fois à la phase aiguë-subaiguë. Amélie a développé une liste d'unités thématiques venant, elle aussi, des soins aigus. Ben, elle s'est dit que ça serait le fun d'avoir une liste d'items facile à cocher, rapide à noter. Donc, on a développé cette liste-là. C'est ça qu'on est allé regarder. Donc, je vous ai parlé tantôt qu'il y a des gens avec thrombolyse, des gens sans thrombolyse. Fait qu'on a regardé la différence, s'il y avait une différence. Donc, oui, il y a une meilleure amélioration chez les patients qui avaient subi une thrombolyse que chez les patients sans thrombolyse, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de thrombolyse qu'on ne va pas avoir d'amélioration entre la phase aiguë et subaiguë. Donc, ça, c'est un des changements. Donc, le pourcentage des patients améliorés est plus grand. On a regardé différentes mesures, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Si je ne me trompe pas, c'est en 2016 qu'ils ont fait le répertoire, 2017, 2016, le répertoire des mesures de discours. Il y en avait 536 répertoriés en 2016, mesures de discours. Donc, je vous en donne juste quelques-unes sur 536. Donc, on est allé regarder différentes mesures pour voir la différence, s'il y avait des changements, en fait. Puis, ce que ça nous donnait, c'est que c'était vraiment les unités thématiques. Donc, il n'y avait pas de changement significatif au niveau du total des mots par minute, longueur moyenne d'énoncé, la diversité lexicale, le nombre de verbes par énoncé. Donc, la mesure d'unité thématique semble intéressante, puis en tout cas, nous semblait prometteuse quand on a commencé à faire nos études en discours. Donc là, on s'est dit, ben,
allons voir qu'est-ce que ça donne à long terme, hein. Le recrutement a continué, puis là, les patients, il faut les revoir à 6 mois. Donc, quand Amélie a fait son deuxième papier, bien, on avait 17 personnes pour lesquelles on avait le troisième temps de mesure. Donc, sans surprise, l'âge, les niveaux d'éducation est relativement similaire. Et puis, ben ça, c'est ce que ça nous donne. Donc, comme changement en termes de nombre d'unités thématiques additionnelles, ou en tout cas, ou de moins, là, parce qu'on en a eu un qui en a eu moins, entre la phase aiguë et la phase chronique. Donc, il y a vraiment, chez certaines personnes, des grands changements qui sont notés à partir de cette mesure simple là, qui se calcule rapidement au chevet de la personne quand on fait la notation. Donc, on trouvait que c'est, ben, encore une fois, ça concordait un petit peu avec ce qu'on avait comme idée, que la mesure d'unité thématique, ben, cliniquement, ça peut être une mesure intéressante à utiliser pour mesurer les changements à long terme pour la récupération de l'aphasie. Donc, ici, vous avez les changements. Là. Encore une fois, je vois le temps qui file. Fait que là, c'est là que je vais accélérer. Donc, on avait des changements significatifs. On a moins de participants, fait que s'il y en a qui se posent la question, on avait juste un changement entre le temps 1 et le temps 3 dans cette étude-là. Donc, on n'a pas atteint le niveau de significativité entre temps 1 et temps 2, alors que tantôt, je vous disais qu'on on avait plus de participants dans la première étude. Il y a probablement un effet, en termes statistiques, là, de nombre de participants qui a joué en notre défaveur. Donc, on a regardé aussi unité thématique par énoncé, puis avec la phase chronique, bien, on voyait des changements aussi au niveau de la longueur moyenne des énoncés, ce qui n'était pas le cas avec entre la phase aiguë et subaiguë, où là, on n'avait pas de changement dans cette mesure-là. Puis ici, bien, ce que vous voyez, c'est qu'il semble avoir un lien entre la performance, donc le score qu'on a en unité thématique, et le score plus global, là, que je vous ai parlé, là, les 3 mesures combinées, compréhension, répétition, dénomination, en phase aiguë, ce que vous voyez en rose, et en phase chronique. Donc, une simple mesure de discours, assez simple, d'écrire l'image que vous avez vue. On note 16 unités thématiques. Ça semble quand même assez fortement relié, associé à une mesure plus globale de l'aphasie. Donc, on se dit, ben c'est quand même intéressant comme mesure. On a continué à l'étudier. Donc, des changements importants ont été observés dans toutes les habiletés regardées. La compréhension des courbes similaires de récupération par rapport aux autres habiletés. Les personnes atteintes d'aphasie modérée sévère semblent avoir un outcome similaire. Puis l'affluence aussi a un impact. Puis je vais avancer un petit peu pour avoir le temps de vous le montrer parce que je trouve quand même ça intéressant. Donc, ici, ça nous a amené à... Puis, en fait, j'aimerais vous montrer cette image-là. Ce que je vous ai montré tantôt, c'est une image, une tâche de discours. Puis, ben, on a continué à lire, puis là, c'est dans la littérature en aphasie, je dirais, mais en général aussi, sur l'évaluation du discours, ça a vraiment explosé le nombre d'articles qui sont produits dans les... Je vais étendre ça à 10, là, mais c'est entre les 7-8 dernières années. Puis là, ce que la littérature nous dit, ancienne aussi, c'est qu'une seule tâche, c'est probablement trop variable dans le temps. Donc, probablement qu'il faut regarder peut-être une combinaison de tâches. Mais encore là, si on regarde une combinaison de tâches, bien, il n'y a pas les mêmes propriétés psychométriques selon la nature de la tâche. Donc Amélie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé le changement. Encore une fois, là, on a rajouté un temps de mesure. Donc, je vous disais, on a rajouté le hyper aigu. Puis, on a regardé au niveau longitudinal qu'est-ce que ça donnait. Donc, je vais passer vite sur les participants. Donc, ça, c'est les différents types de discours qui existent. Donc, le discours conversationnel, quand vous avez une conversation avec n'importe qui, avec vos proches, avec un prof, peu importe. Ici, vous avez des discours plus ce qu'on appelle le type monologue. Je vous ai parlé tantôt de la tâche de discours descriptif qu'on utilisait, donc la scène de la WAB. Mais il y a d'autres types de discours. Donc, une qui est fréquemment utilisée, c'est Cendrillon, avec tous les billets que Cendrillon a. Là. On est les premiers à ne pas l'aimer. Mais c'est une tâche, une banque de données en discours qui s'appelle le FaciaBank, qui est composée de chercheurs internationaux qui travaillent en discours, qui l'utilisent.
Il y a beaucoup d'études qui rapportent Cendrillon, fait qu'on se voyait mal pas utiliser Cendrillon, fait qu'on l'utilise. Mais c'est vrai que ça apporte des productions plus longues, donc plus stables que la scène de description ici. Puis quand on fait le rappel de Cendrillon, ben, on montre les images avant, puis après ça, on le produit. Puis étonnamment, notre plus grande crainte, c'était que nos hommes, 70 ans, soient pas capables de rappeler Cendrillon. Ben, c'est presque les meilleurs. Parce que leur commentaire, c'est qu'ils ont raconté l'histoire à leurs enfants. Plus qu'un jeune, puis là, quand on disait tantôt que je fais des études chez les personnes sans atteinte neuro, un jeune de 20 ans, rappelé Cendrillon, il est moins bon que notre monsieur aphasique de 70 ans. Donc Amélie, puis le discours narratif, puis on a combiné les mesures pour regarder. Donc, on est un peu rendu là dans notre étude. Donc, on veut regarder de façon longitudinale, donc les changements au niveau précoce. Donc, en ajoutant un temps de mesure, ça nous permet de calculer des effets de taille parce qu'on va combiner les deux premières mesures. On regarde c'est quoi le changement qu'il y a entre les deux premières mesures, puis après ça, entre le temps hyper aigu et aigu, puis on regarde en phase subaiguë précoce, puis en phase chronique, c'est quoi la taille du changement qui est observé. Donc, cet ajout-là nous permet ce type de calcul-là qui, statistiquement, même si on est au niveau individuel, ben, est intéressant pour documenter effectivement l'ampleur du changement. Donc, vous voyez ici le nombre d'unités thématiques par minute. On l'aimait bien, notre mesure. Fait qu'on est allé la regarder. Encore une fois, là, il semble avoir une amélioration qui est présente. Ici, vous voyez la longueur moyenne des énoncés, qui aussi était une mesure pour laquelle on avait des changements significatifs dans le temps. Ça, c'est un modèle. Sauer, elle a fait une étude vraiment très, très reconnue, très citée en aphasie. Puis si on se fie à son modèle, là, où vous voyez vraiment beaucoup d'activation initialement dans l'hémisphère droit, puis après ça, vous voyez une normalisation de l'activation, ben, il semble que la longueur moyenne d'énoncé semble suivre plutôt la courbe. Puis ici, ben, on a un peu plus je dirais de variabilité, ça ne correspond pas tout à fait à la courbe. Donc, est-ce que c'est la meilleure mesure prise seule? On est encore en train de décider. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Donc c'est important de... Donc, les données préliminaires semblent indiquer que la courbe peut varier selon la mesure choisie. Puis je fais bientôt devoir m'arrêter parce que ça fait déjà 1 heure, mais puis j'en avais vraiment pour beaucoup plus. Mais ça nous a amené, tu sais, quand j'avais fait cette image-là avec Dali, parce que c'est vraiment ça qu'on a fait, l'analyse préliminaire des données, puis éventuellement, ça me fera plaisir, si ça vous intéresse, de revenir présenter parce qu'on est en plein recrutement. Mais on a rajouté le 3 mois ici. Entre autres, tantôt, je vous ai dit, on n'a pas les données sur le nombre d'heures de thérapie. Puis de rajouter le 3 mois, les gens sont souvent encore en thérapie, en réadaptation. Puis ça va nous permettre d'avoir accès à l'information parce qu'ils ont encore accès à leur orthophoniste à ce moment-là. On va pouvoir leur donner une feuille pour dire, voilà, écrivez-nous le nombre d'heures d'intervention puis le type d'intervention que vous recevez pour être capable d'entrer ça dans nos variables confondantes sur la récupération parce que c'est un commentaire qu'on a toujours des réviseurs. Mais c'est quoi l'impact de l'intervention? Pour le moment, on n'a pas ces données-là. On n'est pas en mesure de le dire. Donc, je vais aller à ma conclusion. Vous allez voir, j'avais vraiment beaucoup trop de diapos. Fait que vous voyez qu'il y a vraiment, il y a Véronique qui est ici. Donc, elle a analysé les tâches de Feijobank qui sont vraiment pas très belles. S'il y en a qui ont des talents en dessin, je vous encourage, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de développer d'autres tâches. Il y a vraiment du travail à faire juste en développement de tâches parce qu'on ne sait pas encore. En fait, peut-être que mon dernier message, ça va être ça, c'est on ne sait pas encore quelles mesures prendre pour évaluer la récupération à long terme. On sait que la sévérité, c'est un des meilleurs prédicteurs. Je n'ai pas le temps de vous parler des mesures qu'on fait en imagerie par diffusion. Alberto, ses travaux, ce qu'il a vu, c'est que la voie, donc ventrale ou dorsale, n'a pas le même impact sur la récupération si on regarde la récupération plus à court terme ou pas selon la phase, mais plutôt selon le type de changement qu'on regarde. Si on regarde juste le changement brut, ou si on regarde ça, c'est ça, le changement brut, ou si on regarde un changement
qui tient compte de la sévérité initiale. Ça. Donc, c'est ça. Donc, dépendamment, si on veut regarder l'impact du changement en soi ou juste de la mesure en tant que telle, ben, ce n'est pas les mêmes voies qui semblent prédire la récupération. Donc, les deux voies, la voie ventrale, la voie dorsale, que vous connaissez assurément dans le traitement du langage, ben, semblent prédire une partie. Donc, ça prédit dans notre cas 20 quelques pourcents de la récupération, mais la sévérité initiale de l'aphasie reste encore un des meilleurs prédicteurs. Et on manque à ce jour de mesures et de tests pour nous dire ça va être quoi la meilleure mesure ou la meilleure combinaison de mesures qui va nous permettre, pour lesquelles on va être certain de nos propriétés psychométriques, que c'est stable pour les personnes avec aphasie, que ça représente bien le profil des personnes avec aphasie, développé pour nos populations francophones, puis qu'on peut se dire, ben oui, OK, cette mesure-là, c'est une bonne mesure pour évaluer la sévérité de l'aphasie. Donc, vous allez voir, j'ai vraiment beaucoup trop de diapos. Mais je vais juste mettre, je suis comme ça, je dis, là, mes étudiants vont rire parce qu'hier, il y avait une évaluation dans laquelle ils devaient présenter en 7 minutes leur cas. Je leur ai dit, il faut que vous travaillez votre synthèse, ce que je ne fais pas aujourd'hui. Mais ce que j'ai fait, ben, je ne peux pas le faire sans toute seule. Fait que l'équipe de Simona à l'Institut qui travaille fort, l'équipe d'Alex Deshôtels, le docteur Deshôtels au CIUSNIM, qui nous a ouvert plein de portes pour notre recrutement puis faire l'IRM à l'hôpital. Maintenant, avec notre projet Discours, pour lequel on a 5 temps de mesure, on fait du recrutement à Québec, où là, ils ont beaucoup moins l'enjeu de la langue que ce que nous avons à Montréal, et particulièrement à Sacré-Cœur. Donc, on a joint aussi Laura et Maximiliano Wilson à Québec. Et puis, ben, nos mentors, Elisabeth qui a pris sa retraite, et puis Carole à Ottawa. Puis, vous avez dans la salle Amélie, Alberto, il y a Joémie qui a fait son doctorat, et puis toutes les assistantes de recherche étudiantes et tout. Donc, merci de m'avoir écouté.